Passe maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. Le coup d'envoi officiel des festivités du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis a été donné cette semaine par Donald Trump qui a placé sa personne au cœur de ces célébrations. Le rassemblement de mercredi dernier avait d'ailleurs des allures de meeting de campagne. L'Amérique est de retour, a clamé le président américain dont les projets dans le cadre de ces commémorations suscitent un certain nombre de polémiques, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui peuvent paraître d'ailleurs totalement en décalage avec l'état du monde, mais aussi avec les préoccupations réelles des Américains. On en parle ce soir avec Sonia Dridi, correspondante à Washington pour France 24 et LCI, journaliste accréditée auprès de la Maison-Blanche. Vous êtes de passage à Paris. Bonsoir Sonia, ravie de vous recevoir sur ce plateau. On peut le dire, c'est un mélange des genres total dans le cadre de ces célébrations entre patriotisme américain et presque culte de la personnalité de Donald Trump. Oui, c'est vraiment, ces célébrations sont à la gloire finalement de Donald Trump. Je pense qu'il ne fallait pas s'attendre avec Donald Trump forcément à un événement pour communier autour des pères fondateurs. Mais là, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une célébration MAGA. Vous allez à Washington maintenant, il y a sur le mall qui fait face à la Maison-Blanche une foire avec une grande roue, avec des stands pour les États américains. Certains États américains n'ont pas accepté de participer à cette foire parce que, pour mettre en valeur leur État, parce que non seulement c'est payé par les contribuables, donc leurs contribuables, et puis c'est beaucoup dénoncent un événement à la gloire de Donald Trump. Je pense qu'on peut parler d'un culte de la personnalité. En tout cas, c'est très frappant. Et Donald Trump, là, n'essaie vraiment pas de réunir, de rassembler l'Amérique. On sent que c'est vraiment un événement qui est destiné à célébrer, à le célébrer et à célébrer son parti. Vous l'avez dit, traditionnellement, c'est plutôt un moment de communion nationale autour des valeurs constitutives des États-Unis et de cet héritage des pères fondateurs. Il y a déjà eu des commémorations politisé dans le passé, mais là on atteint véritablement un paroxysme avec, je le disais, ce lancement de mercredi qui avait des allures de meeting de campagne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, au départ, ce devait être un événement avec des chanteurs, un événement où le président américain lui-même ne devait pas apparaître. Et puis parce que certains chanteurs ont refusé de venir, ont annulé parce que justement ils trouvaient que l'événement était trop politisé. Alors Donald Trump a décidé de faire un discours, donc encore de se mettre au cœur de l'événement, et ça a encore plus politisé ces célébrations du 4 juillet pour le 250e anniversaire de l'Amérique. Donc c'est très marquant. C'est quoi les thèmes du discours ? Alors les thèmes du discours, il a dit que les États-Unis étaient très forts, étaient de retour, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de critiques, notamment par rapport à la guerre en Iran. Il a voulu s'affirmer. Il y a aussi certains ministres, comme le secrétaire au transport, qui a parlé en disant qu'il fallait chercher l'amour, à se marier. Donc c'était très étonnant. On sentait ces valeurs MAGA, les valeurs de la famille, les valeurs du patriotisme, évidemment, au cœur de cette soirée. Et donc c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment le mouvement MAGA qui a un petit peu pris d'assaut ces festivités. Des commémorations et des grands projets avec des dépenses faramineuses aussi dans le cadre donc, de ce 250e anniversaire. Je pense notamment à la rénovation de ce bassin du National Mall que Donald Trump visiblement considère comme sa piscine personnelle, dont la couleur, et c'est pas anecdotique, reste désespérément verte du fait d'algues qui s'y sont multipliées, alors que Donald Trump l'avait rêvé couleur bleu roi. Expliquez-nous cette polémique, puisque Donald Trump a accusé certains démocrates d'avoir carrément vandalisé le bassin. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, puisque ça a dominé visiblement les débats cette semaine aux États-Unis. Et puis par ailleurs, 16 millions de dollars pour la rénovation de ce bassin. Ces dépenses sont-elles comprises par le public ? Alors, par l'opposition, non. Déjà, les rénovations devaient coûter environ 1 million de dollars. Et avec tous les problèmes, vous avez parlé de ces algues et de ce bassin qui est devenu vert, ça coûte 16 millions de dollars. C'est énorme. Donc, vous allez sur le mall, j'y étais il n'y a pas longtemps avant de venir ici. Il y a c'est quand même assez partagé. Il y a des Américains qui trouvent ça très bien, toutes ces rénovations. Ils disent que c'est pour célébrer l'Amérique. Il y a des Américains, sur ce mall, c'est vraiment des Américains de tout le pays qui viennent pour visiter. Mais il y en a d'autres qui vous disent que c'est un désastre
totale. Ils vous disent même qu'ils ont honte de ce qui est en train de se passer. Et vous avez parlé c'est presque sa piscine personnelle. Et ce qui est assez marquant, c'est que Donald Trump a pris son pisciniste de Mar-a-Lago pour rénover. Là en Floride. Voilà, pour rénover ce bassin. Il n'a pas d'expérience avec des monuments historiques, avec la rénovation de monuments historiques. D'ailleurs, sa société, ça ne s'invente pas, s'appelle Greenwater, donc eau verte. Et on voit que ce bassin, lui a porté la poisse. Voilà, que ce bassin que Donald Trump voulait absolument bleu. Je me rappelle de l'image qu'il avait tenue dans le bureau ovale pour dire que le bassin du Lincoln, en face du Lincoln Memorial, la reflecting pool, comme on dit aux États-Unis, sera bleu comme la couleur du drapeau. Et là, il se retrouve avec un bassin vert. Donc c'est très gênant. Et ce n'est pas anecdotique parce que quand même, l'administration, vous voyez, la garde nationale presque rôdée autour du bassin maintenant parce que Donald Trump assure que ce sont des vandales de gauche qui font tout pour que ce bassin, que la peinture se retire, alors que a priori ce n'est pas du tout le cas. Et surtout, il y a une image marquante, en tout cas moi qui m'a marqué, d'une jeune femme qui ose toucher l'eau et qui est questionnée pendant de longues minutes par la garde nationale puis par la police. Donc c'est vrai que ce sont des images qui marquent et qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des pays autoritaires. Et Donald Trump fait donc de ce bassin une affaire très personnelle. Toujours au sujet de ces grands projets de Donald Trump, et c'est d'ailleurs votre carte blanche du jour, une tradition dans Au cœur de l'info. Vous avez voulu revisionner des images de ce ring de MMA dont on a beaucoup parlé sur cette antenne, installé face à la Maison-Blanche à l'occasion du 80e anniversaire de Donald Trump. Quel était le message envoyé par le président ? Alors là aussi, c'était un événement qui était organisé pour son anniversaire, ses 80 ans, et aussi pour célébrer les 250 ans de l'Amérique. Mais encore une fois, c'est un événement politisé parce que ce combat de MMA, le MMA, l'organisation qui a mis en place cet événement, c'est l'UFC, qui est dirigé par un proche de Donald Trump, Dana White, qui a notamment contribué à sa campagne. Vous voyez, un événement très politisé. Moi, personnellement, ça m'a marqué parce que j'étais à la Maison-Blanche quand on a commencé à voir cette grande arche que vous voyez à l'image s'ériger. C'était quand même très marquant. C'était encore une fois Donald Trump qui s'appropriait les lieux, donc comme l'ont fait beaucoup d'autres présidents, mais avec un style très trumpien. Et quand on était avec plusieurs journalistes, on a pu découvrir en exclusivité cette arène que vous montrez à l'image. C'était vraiment frappant de voir ce ring, cette cage pour ces combats de MMA installée en face de la résidence de Donald Trump. Et tout cela apparaît en décalage, c'est le moins qu'on puisse dire, avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre au Moyen-Orient. D'ailleurs, les Américains, on le sait, ont été très impactés, notamment à travers la hausse des prix des carburants. Donald Trump paraît, aux yeux du public, complètement déconnecté, ou qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, encore une fois, l'Amérique est très polarisée, très divisée. On voit que de plus en plus d'Américains sont évidemment très affectés par cette hausse des prix de l'essence. Vous savez que les Américains dépendent beaucoup de la voiture. Les prix ont plus que doublé. Et beaucoup dans l'opposition et également des électeurs indépendants et même des électeurs républicains ont l'impression, en effet, d'un Donald Trump de plus en plus déconnecté. Et notamment, il y a quelques semaines, lorsqu'une journaliste lui a dit mais est-ce que que pensez-vous faire pour les prix de l'essence par rapport à cette guerre en Iran ? Il a dit en gros, je prends pas mes décisions en fonction des prix de l'essence et de l'inflation. Et là, il y a beaucoup d'Américains qui ont très mal pris ces remarques parce que eux sont impactés directement. Et donc, on a l'impression d'un Donald Trump de plus en plus isolé, de plus en plus obsédé par ses projets, justement, de rénovation, de célébration, alors qu'il y a de plus en plus d'Américains qui souffrent. D'ailleurs, concernant cette guerre au Moyen-Orient, le protocole d'accord, on le sait, a été vu par beaucoup, notamment des médias américains, y compris certains qui étaient très regardés par Donald Trump ou appréciés, disons, comme Fox News. Protocole d'accord, donc apparu pour beaucoup, aux yeux de beaucoup, comme une capitulation face à l'Iran. Comment est-ce que ça a été reçu, là aussi, par le public américain ? Alors, un dernier sondage qui, je pense, reflète bien la situation, montre qu'un quart des Américains estiment un quart seulement estime que Donald Trump a gagné cette guerre. 70% des MAGA
MAGA, donc il a toujours un soutien important de la part des MAGA, mais au sein même de son parti, les soutiens s'effritent. Je parlais tout à l'heure encore à une personne qui travaille au Congrès, qui elle est démocrate, mais qui me disait qu'elle constatait cette frustration des républicains. Vous avez quand même le Tucker Carlson, le célèbre commentateur républicain qui était très proche de Donald Trump, qui allait le voir à la Maison-Blanche juste avant le début de la guerre pour lui demander, presque plaider auprès de lui pour qu'il ne se lance pas dans cette guerre. Et il a quitté le Parti républicain. C'est quand même un symbole fort. Et il y a beaucoup de commentateurs conservateurs, certains élus républicains, mais en général, publiquement, ils osent un peu moins critiquer Donald Trump, mais beaucoup de commentateurs qui ont parlé de capitulation. En effet, il y a Mark Thiessen qui était proche de Donald Trump et un ancien conseiller de George W. Bush qui a dit que c'est comme si on proposait le plan Marshall à l'Allemagne alors que les nazis étaient encore au pouvoir, pour dire que cet argent, cette espèce de pactole promis aux Iraniens s'ils respectent ce qui a été signé dans l'accord, en tout cas sur lesquels ils se sont mis d'accord. Donc il y a eu beaucoup de critiques au sein même du Parti républicain, mais Donald Trump quand même conserve un soutien important auprès de ses électeurs. Venons-en, Sonia, à ce livre sorti cette semaine de 2 journalistes du New York Times, vendu à 150 000 exemplaires en une seule journée, intitulé Regime Change, sur le second mandat de Donald Trump. À l'intérieur de ce livre, 1 millier de témoignages de proches de Donald Trump et certaines fuites qui font craindre l'existence de taupes à la Maison-Blanche. Ça fait paniquer l'administration américaine ? Oui, je pense, et c'est notamment J.D. Vance, le vice-président, qui a dit qu'il y avait sûrement eu des enregistrements. C'est vrai que quand on lit certains extraits, c'est tellement précis qu'il n'est pas totalement exclu qu'il y ait eu des enregistrements, mais aussi... Il y a des révélations importantes ? Oui, alors moi, une révélation qui m'a marquée et dont on avait été mis au courant un petit peu avant la sortie de ce livre par un article du New York Times, c'est quand même lorsque c'est toute cette scène dans la Situation Room pour discuter de la guerre en Iran et de ce moment où Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, vient tenter de convaincre Donald Trump que ce sera facile, entre guillemets, de faire tomber le régime iranien. Et là, il y a le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui dit que c'est du bullshit, donc c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Et le directeur de la CIA, quand même, qui dit que ce plan est une farce. Donc on a des éléments très forts qui montrent ce qui s'est passé dans les coulisses de la Maison-Blanche avant cette guerre en Iran et qui montrent que certains proches de Donald Trump et certains membres de cette administration étaient très sceptiques face aux promesses du Premier ministre israélien. Merci beaucoup Sonia Dridi d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24 et donc je renvoie à vos interventions à venir, bien sûr, puisque vous allez couvrir les cérémonies le 4 juillet prochain du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Merci encore d'être venu nous voir Au cœur de l'info pour nous parler donc des États-Unis et de cette administration Trump.